L'Égypte a longtemps été perçue comme un immense coffre au trésor, regorgeant de merveilles antiques qui ne demandent qu'à être découvertes. C'est un lieu où passé et présent se mêlent harmonieusement. Chaque grain de sable semble receler la possibilité d'une découverte extraordinaire. Mais ce que ces explorateurs ont mis au jour dépasse de loin l'imagination. Des scientifiques ont découvert en Égypte le tombeau d'une reine vieille de 800 000 ans. Et il est surprenant de constater à quel point il est insoupçonné. Qui était cette reine? Quel secret renferme son antique tombeau? Suivez-nous pour percer les mystères de cette incroyable découverte. Les mystères de la vallée des rois. Le 25 janvier 2011, les rues du Caire étaient envahies par des manifestants réclamant la fin des 30 ans de règne du président Hosni Moubarak. Tandis que le monde entier était absorbé par le chaos qui régnait à la surface, un phénomène remarquable se déroulait bien en dessous, dans les tunnels poussiéreux et antiques de la vallée des rois. Là, une équipe d'archéologues de l'université de Bâle en Suisse, dirigée par Suzanne Bill, était sur le point de faire une découverte incroyable. Ils avaient mis au jour le sommet d'une grande pierre ronde, à l'extrémité orientale de la vallée. Au départ, ils pensaient qu'il s'agissait simplement du couvercle d'un ancien puits abandonné. Mais en poursuivant leurs investigations, ils comprirent que la pierre faisait partie d'un ensemble bien plus important. Il s'agissait en fait de l'entrée d'un tombeau jusqu'alors inconnu baptisé plus tard Kafzé 64. C'était une avancée majeure, car la vallée des rois, connue pour être le lieu de sépulture des pharaons et des nobles, n'avait pas connu de découverte aussi importante depuis de nombreuses années. Avant de pouvoir poursuivre leurs fouilles, ils durent se conformer à la réglementation égyptienne, stricte en matière de fouilles archéologiques. Les maisons sont différentes de toutes celles que les ouvriers avaient découvertes dans les vallées orientales et occidentales. Ils recouvrirent soigneusement la pierre d'une porte en fer verrouillée, informèrent les autorités égyptiennes et demandèrent les autorisations nécessaires pour continuer leurs fouilles. 1 an plus tard, l'autorisation en poche, Bickel retourna sur le site. Isolé, cette fois-ci accompagné d'une solide équipe d'une vingtaine d'experts et d'ouvriers. Parmi eux se trouvait Elena Pogg-Gürtz, directrice de fouilles renommée de l'université de Bâle, et l'inspecteur égyptien Ali Rita. Des travailleurs locaux dont les familles vivaient dans la région depuis des générations se joignirent également à l'équipe. L'atmosphère était chargée d'excitation, tandis qu'ils se préparaient pour le travail minutieux qui les attendait. Chacun leur tour, les membres de l'équipe s'allongeaient sur le sol, la tête appuyée contre la paroi fraîche du puits, et prenaient des photos par un petit orifice près de la dalle de couverture. Les clichés qu'ils prirent étaient remarquables, révélant clairement les signes indubitables d'une tombe antique. Cette tombe date de la 19e dynastie. Inviolée pendant des millénaires, elle recelait les secrets d'une époque révolue. À l'intérieur, au milieu des décombres, ils découvrirent un sarcophage noir et poussiéreux. Cette trouvaille rare était finement sculptée dans du bois brut et ornée de grands symboles jaunes vifs qui se détachaient nettement. La qualité de la fabrication était si impressionnante que Bickel, qui avait examiné d'innombrables artefacts égyptiens au cours de sa carrière, déclara n'avoir jamais vu de sarcophage dans un état aussi remarquable. L'équipe a également mis au jour des fragments de poterie en limon du Nil et des morceaux de plâtre utilisés par les anciens Égyptiens pour sceller les entrées des tombeaux. Ces découvertes, ainsi que la datation de sites voisins, suggèrent que le tombeau est probablement vieux de plus de 3000 ans, remontant au Nouvel Empire. Époque où des pharaons comme Ramsès II et Toutankhamon régnaient sur l'Égypte. Les symboles gravés sur le tombeau révèlent qu'il appartenait à une femme nommée Namus Bastet. Quelle surprise! Dans une chambre funéraire, un sarcophage vieux de 3000 ans, les égyptologues, spécialistes de l'histoire de l'Égypte antique, pensent qu'il s'agissait d'une femme importante liée au temple d'Amon. Namus Bastet vécut à une époque faste de l'histoire égyptienne, où le pays était un centre d'activité culturelle et religieuse intense. Cela rend son lieu de sépulture particulièrement fascinant. Pendant de nombreuses années, on a cru que la vallée des rois n'avait plus rien à découvrir. Cette croyance est née des premières fouilles. En 1817, Giovanni Belzoni, un antiquaire vénitien, pensait avoir mis au jour la dernière tombe de la vallée. Une centaine d'années plus tard, Theodore Davis, un autre archéologue, pensait lui aussi avoir achevé l'exploration de la vallée juste avant la découverte du célèbre tombeau de Toutankhamon.
La vallée des rois a longtemps été un véritable trésor de merveilles antiques. Durant le Nouvel Empire du XVIe au XIe siècle avant Jésus-Christ, elle servait de sépulture aux pharaons et aux puissants nobles. Chaque tombe offre un aperçu de la vie du défunt et de la société qu'il a érigée. Les tombes sont souvent ornées de peintures murales et d'inscriptions complexes qui révèlent des détails sur leurs croyances religieuses. Dans la vie des anciens Égyptiens, de nombreux trésors restent encore à découvrir, notamment dans la vallée des rois, le delta du Nil et à travers toute l'Égypte. Merci grâce aux technologies modernes comme le géoradar et la cartographie 3D, les archéologues ont transformé leurs méthodes de recherche et d'étude des sites antiques. Ces nouveaux outils ont permis la découverte de pièces et d'artefacts cachés, suggérant que la vallée recèle encore de nombreux secrets. La récente découverte du tombeau de Nem en est un exemple. Cette trouvaille a ravivé l'intérêt pour les mystères antiques. Bien que les objets trouvés dans sa tombe soient relativement simples, ils offrent un aperçu précieux des pratiques funéraires et de la vie quotidienne de l'aristocratie égyptienne. Par exemple, les poteries. Les bijoux et les amulettes découverts dans le tombeau étaient considérés comme ayant une signification symbolique et censés protéger et assurer le bien-être du défunt dans l'au-delà. Il est surprenant de constater qu'une femme riche de cette époque ait été enterrée avec des biens relativement modestes. Contrairement aux poteries meubles et aliments raffinés trouvés dans les tombes plus anciennes, les possessions de cette femme étaient plutôt modestes. Contrairement aux poteries, meubles et aliments raffinés découverts dans les tombes plus anciennes. La sépulture de Namaz comprenait un simple cercueil en bois et des outils en acier rudimentaires. Bien que son cercueil en bois ait été assez coûteux, il ne possédait pas les sarcophages intérieurs complexes que l'on observe dans d'autres sépultures similaires. Cette simplicité a amené certains à se demander s'il pourrait s'agir de la tombe d'une reine de l'Antiquité. La découverte du cercueil de Naaman a suscité un vif intérêt parmi les égyptologues. À la différence des sarcophages ornés et incrustés de pierres précieuses de pharaons célèbres comme Toutankhamon, la sépulture de Naaman suggère un statut social différent, voire une période encore plus ancienne. Les cercueils en bois étaient généralement utilisés par ceux qui n'avaient pas les moyens d'acquérir des cercueils en pierre. Mais la qualité de la fabrication du cercueil de Namaz indique qu'elle était néanmoins une figure importante. Après s'être assuré de la solidité du cercueil et avoir sécurisé la momie, l'équipe de Bickel l'a transportée avec précaution à travers le Nil jusqu'à Luxor. Sur place, une enquête approfondie est en cours afin de découvrir la véritable identité de cette femme mystérieuse. Des méthodes d'imagerie avancées, comme la tomodensitométrie et les reconstructions 3D, sont utilisées pour examiner la momie sans l'endommager. La légende d'une malédiction de la momie veut dissuader certaines personnes de pénétrer dans les tombeaux. Des tests ADN pourraient apporter des éclaircissements sur ses origines, la reliant peut-être à d'illustres familles royales ou révélant des liens insoupçonnés susceptibles d'éclairer des découvertes controversées de l'Égypte antique. Fait intéressant, même les tombeaux les plus simples, y compris ceux avec des cercueils en bois, figurent souvent parmi les plus anciens. Leurs symboles peuvent être très détaillés et ont véritablement captivé l'imagination du public à une époque charnière, suggérant que les périodes antérieures privilégiaient la qualité des descriptions plutôt que le luxe des objets funéraires. Dès lors, une question se pose. S'agirait-il de la découverte d'un site funéraire originel? De simples signes usurpant une autre identité? Aurait-il dissimulé les véritables origines antiques du tombeau? Certains scientifiques pensent que les antiquités égyptiennes recèlent une vérité sacrée. Ils supposent que les Égyptiens se seraient contentés de copier les structures des bâtisseurs de pyramides et de s'approprier ces sites monumentaux une fois leur construction achevée. Les preuves étayant ces hypothèses fascinantes continuent d'émerger, offrant un nouvel éclairage sur les mystères de l'Égypte antique. En 1922, Howard Carter, archéologue, financé par le riche Lord Carnarvon, fit l'une des découvertes les plus remarquables de tous les temps. Après des années de fouilles infructueuses dans la vallée des rois, la persévérance de Carter finit par payer. Il découvrit un escalier dissimulé menant à une porte scellée, et au-delà se trouvait un tombeau resté intact pendant plus de 3000 ans. À l'intérieur, 4 chambres regorgeaient de trésors, offrant un aperçu incroyable de l'opulence, du raffinement
et de la culture de l'Égypte antique. Carter et son équipe répertorièrent minutieusement plus de 5000 objets provenant du tombeau pendant 8 ans. Parmi ces trésors figuraient des chars, des statues des éventails cérémoniels, des jarres de nourriture et de vin, ainsi que des effets personnels du jeune pharaon Toutankhamon. La découverte la plus impressionnante fut le sarcophage de pierre qui contenait 3 cercueils emboîtés les uns dans les autres. Le cercueil extérieur était en or massif. À l'intérieur reposait la momie du jeune roi, ornée d'un magnifique masque funéraire en or et lapis lazuli. Apparemment, tous les autres masques en or ont été volés par des pilleurs de tombes. Ce masque, pesant environ 10,3 kg d'or pur, est considéré comme l'une des plus belles créations artistiques jamais réalisées et demeure un symbole emblématique de l'Égypte antique. Évaluer la valeur des trésors du tombeau de Toutankhamon est quasiment impossible en raison de leur immense importance historique, archéologique et culturelle. Cependant, si l'on ne considère que les matériaux, l'or, utilisé pour le seul masque funéraire, vaudrait aujourd'hui environ 600 000 $. La véritable valeur, toutefois, dépasse largement le simple coût des matériaux. Lors de leur première évaluation à la fin des années 1970, ces trésors étaient assurés pour rond. On estime leur valeur à 36 millions de dollars actuels, ce qui équivaut à près de 144 millions de dollars aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation. Mais la véritable valeur de ces artefacts, qui offrent un aperçu de l'Égypte antique, est inestimable. Les chambres cachées. En 1995, une incroyable découverte a été faite près de Gizeh par une équipe dirigée par Kent Weeks. Ils ont mis au jour plus de 100 chambres souterraines cachées, offrant un nouvel éclairage sur le site antique. Certains chercheurs, remettant en question le récit officiel, suggèrent que l'histoire de l'Égypte antique pourrait être très différente de ce qui nous a été enseigné. Ils pensent que les Égyptiens n'ont pas construit les pyramides à l'origine. Au contraire, ils estiment qu'ils ont copié ces impressionnantes structures sur une mystérieuse civilisation antérieure. Les partisans de cette théorie soulignent souvent l'érosion notable des pyramides, et en particulier du Sphinx. Le Sphinx que nous connaissons aujourd'hui, celui des grandes pyramides de Gizeh, est le plus célèbre de tous les Sphinx. Ils affirment que les fortes pluies nécessaires à une telle érosion impliqueraient que le Sphinx est bien plus ancien que ce que la plupart des experts pensent. Des études sur les régimes pluviométriques passés montrent que l'érosion ne correspond pas à la période à laquelle on pense que les pyramides et le Sphinx ont été construits. L'explosion ne correspond pas à la période où l'on pense que les pyramides et le Sphinx ont été construits. Certains théoriciens avancent même que ces structures pourraient être vieilles de 800 000 ans. Cette idée est controversée car selon les connaissances scientifiques actuelles, Homo sapiens, ou l'homme moderne, n'existe que depuis environ 300 ans. Il semble donc improbable que les humains aient pu construire ces monuments il y a si longtemps. Si ces affirmations étaient vraies, cela bouleverserait complètement notre vision de l'histoire humaine et des civilisations anciennes. L'idée qu'une civilisation avancée ait pu exister avant l'histoire humaine connue est à la fois fascinante et troublante. Elle nous amène à repenser les origines de certaines des structures les plus célèbres du monde. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que ces sites portent des traces de nombreuses crues soudaines provoquées par l'eau de mer au fil des siècles. Cela suggère une histoire complexe et longue que l'on commence seulement à comprendre. Le fait qu'il n'existe aucun document écrit expliquant comment ces monuments ont été construits ajoute encore au mystère. Bien que les textes de l'Égypte antique fournissent des descriptions détaillées de nombreux éléments, ils ne décrivent pas la construction des pyramides ni du Sphinx. Cette lacune dans les archives historiques attise notre curiosité. Curieusement, malgré l'importance de ces découvertes, une grande partie de ces informations est restée confidentielle. Cela soulève des questions quant à leurs implications. Prenons l'exemple du site de Koulab, qui a fait l'objet d'études approfondies. Son imposante muraille antique entourant l'entrée est particulièrement remarquable. La situation de Koulab au sommet d'une colline naturelle remet en question les hypothèses académiques établies. Ce site recèle de multiples strates historiques qui ne demandent qu'à être mises au jour et pourraient bouleverser notre compréhension du passé. L'examen de la construction de la muraille de Koulab révèle qu'elle représente un exploit impressionnant de prouesse humaine et d'ingénierie.
Ce qui se cache derrière cette impressionnante barrière est encore plus surprenant que les seules formations naturelles. On a découvert que la zone située derrière la forteresse avait été délibérément remblayée pour créer une surface plane comme une plateforme. Cette découverte surprenante a contredit les idées reçues des experts, qui n'avaient pas envisagé la possibilité d'un modelage intentionnel du terrain. Le plateau n'était pas un simple élément du paysage. Il avait été soigneusement planifié et construit. Géologues érudits et archéologues étaient passés à côté des traces d'intervention humaine dans le façonnement du terrain. Il est devenu évident que non seulement le plateau avait été aménagé avec soin pour supporter la forteresse, mais que ses entrées avaient également été conçues avec ingéniosité. Ces passages témoignaient de l'intelligence des bâtisseurs. Ils facilitaient l'accès à la forteresse, tout en compliquant la tâche des envahisseurs. Les entrées n'étaient pas de simples ouvertures. Il s'agissait de voies complexes. Certaines étaient suffisamment larges pour donner aux assaillants un faux sentiment de sécurité, mais se rétrécissaient ensuite, permettant aux défenseurs de frapper par le haut et par les deux côtés à mesure que les envahisseurs avançaient vers la forteresse. Voici une partie du panorama et le fait curieux que la quasi-totalité des 400 bâtiments du complexe de Kale Up. Cette conception ingénieuse rendait l'infiltration de groupes importants plus difficile, transformant ce qui semblait être un chemin facile en un piège savamment orchestré. Au plus profond d'un labyrinthe de grottes accessibles seulement après une descente vertigineuse de 8 mètres sous terre, se cache une chambre funéraire secrète, bien plus qu'un simple lieu de repos. Cette chambre fut soigneusement construite pour préserver les restes intacts pendant des siècles. Sa conception visait spécifiquement à les protéger des pilleurs de tombes qui ont saccagé d'innombrables sépultures à travers l'histoire. Parmi les trésors qu'elle renferme figurent des idoles en bois finement sculptées et traitées selon des techniques de conservation avancées aujourd'hui disparues. Ces artefacts ont résisté à l'épreuve du temps et des intempéries, offrant des indices fascinants sur l'histoire de la civilisation. Ce qui rend cette découverte extraordinaire, ce sont les momies trouvées dans la chambre funéraire. Exceptionnellement bien conservées, avec des traits du visage détaillés et des vêtements intacts, elles témoignent d'une culture très développée. Leur présence remet en question les théories actuelles sur les bâtisseurs du site et pourrait résoudre l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Malgré le pillage généralisé des tombes antiques au fil des siècles, cette chambre funéraire est restée cachée et intacte jusqu'à présent, avec le potentiel de réécrire l'histoire. Même en l'absence de momies, l'archéologue Warren Church est resté déterminé à percer les secrets de Los Pachucos. Pendant près de 20 ans, il s'est consacré à ses recherches animées par le mystère du site. Ce site, une merveille architecturale antique, se dressait comme un rempart contre le temps. Sa construction témoigne d'efforts et d'une créativité considérable. Les Chachapoyas, ou peuple des nuages, comme les appelaient les Incas, vivaient dans ces ruines disséminées à travers le Pérou. Malgré de nombreux défis, ils prospérèrent jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Leur déclin s'accéléra avec l'épidémie de variole. Ce qui rend les Chachapoyas si intéressants, ce n'est pas seulement leur survie, mais aussi la richesse de leurs expressions culturelles. Bien qu'ils n'aient laissé aucune trace écrite, ils ornaient leur environnement de sculptures sur pierre, détaillées représentant des orchidées, des papillons et des jaguars, offrant ainsi des indices sur leurs croyances et leur environnement. Les découvertes de Church allèrent au-delà des apparences. Il mit au jour des preuves des techniques agricoles des Chachapoyas, notamment des terrasses aménagées à flanc de pente, témoignant de leur capacité d'adaptation. Une découverte remarquable dans la chambre funéraire du site fut celle des momies. Contrairement aux attentes, ces momies présentaient des traits européens, avec une peau claire et des cheveux blonds. Cette découverte surprenante souleva des questions sur les origines et les interactions des peuples anciens à travers les continents, suggérant d'éventuels liens entre des contrées lointaines. Church décrivit ces momies comme parmi les artefacts les plus captivants qu'il ait jamais vus. Le mystère de leur arrivée dans les collines péruviennes et de leur rôle de gardien de ce lieu extraordinaire demeure une énigme fascinante de l'histoire. De plus, des momies similaires présentant des caractéristiques européennes ont été découvertes dans le monde entier. Quelles que soient leurs origines, les recherches menées par l'Église sont véritablement remarquables
et ces découvertes continuent de fasciner. Comment Toutankhamon a échappé aux pilleurs de tombes? Les monuments de l'Égypte antique ont été confrontés à de nombreux problèmes liés au vol dans tout le pays. L'archéologue Essam Chayab comprend mieux que quiconque le danger que représentent les voleurs. Dans toute l'histoire de l'Égypte, rares sont les tombeaux retrouvés intacts. Essam a exploré de nombreux tombeaux dans la région, mais les momies qu'il découvre sont généralement en mauvais état et leurs trésors ont été volés. Les anciens Égyptiens croyaient en la résurrection dans l'au-delà. C'est pourquoi ils s'efforçaient de dissimuler leurs tombeaux et d'enfouir leurs trésors en toute sécurité. Ils déployaient des efforts considérables pour protéger les tombeaux de leurs souverains. Le tombeau de Toutankhamon ne faisait pas exception. Pour le préserver, les bâtisseurs ont créé un faux mur pour bloquer la chambre funéraire et ont scellé l'entrée avec une porte plâtrée. Ils ont ensuite rempli le couloir devant le tombeau avec 40 tonnes de gravats, créant ainsi une barrière solide de 7,5 mètres de haut. Une troisième porte, estampillée du sceau du pharaon, renforçait encore la sécurité de l'entrée. Ces 3 niveaux de protection étaient recouverts de gravats pour se fondre dans le paysage aride de la vallée. Essem n'est pas tout à fait certain que ces défenses soient la raison pour laquelle le tombeau de Toutankhamon est resté intact. Aujourd'hui, il étudie d'autres tombeaux de l'époque de Toutankhamon afin d'en apprendre davantage. Dans la vallée voisine, où étaient enterrées les familles nobles, la plupart des tombeaux bénéficiaient de protections similaires à celles de la chambre funéraire du roi Toutankhamon. Cependant, nombre de ces tombeaux ont été pillés à plusieurs reprises. Lors de notre inspection, il était clair que tout avait été volé sans laisser de traces. Essem est déterminé à découvrir pourquoi les systèmes de sécurité n'ont pas protégé ce tombeau en particulier. Il connaît déjà les méthodes habituelles des voleurs. Dans la vallée, la police de la nécropole était censée assurer la surveillance. Cependant, la nuit, la visibilité était réduite, ce qui rendait les tombeaux vulnérables. Les voleurs corrompaient souvent les gardes pour obtenir des informations sur l'emplacement des entrées. Ils creusaient ensuite dans les décombres et démolissaient les portes plâtrées pour pénétrer à l'intérieur. Plus tard, on conçut des tombeaux avec 50 portes plâtrées. Puis on forma des fosses de 15 mètres de profondeur pour dissuader les voleurs, mais ces derniers s'adaptèrent en perçant de faux murs et en utilisant des cordes pour descendre. Ils dérobaient autant de trésors qu'ils pouvaient en emporter, puis incendiaient les tombeaux. La chaleur intense leur permettait de récupérer les précieuses feuilles d'or. Dans le tombeau qu'Essam examine actuellement, la situation est un peu différente. L'entrée principale était toujours scellée, et pourtant, des voleurs ont réussi à tout emporter. Essam cherche des indices sur la façon dont les voleurs sont entrés. Il a découvert une entaille dans le sol, indiquant qu'ils avaient tenté de pénétrer dans le tombeau en découpant le sol avant de s'emparer du trésor. Même s'il ne trouvait pas l'entrée, il savait qu'il pouvait creuser et espérer trouver de l'or. Essam est entré et a découvert un autre indice. Il semble que cette brèche ait été faite par le premier voleur qui a tenté de dérober les trésors du tombeau. Une fois le tombeau découvert, les voleurs ont défoncé les murs, déterminés à s'emparer de chaque pièce du trésor caché. C'était typique des pilleurs de tombes qui s'attaquaient au moindre recoin susceptible de receler des objets de valeur. Ces pilleurs étaient si avides et désespérés que rien ne pouvait les arrêter. Ils détruisaient souvent les momies dans leur quête de bijoux. Nous avons mis au jour de nombreux restes humains, souvent fragmentés, crânes séparés, membres brisés, crânes fracturés et traces d'incendie. Ces destructions témoignent de la violence avec laquelle les pillards ont atteint le trésor. Ces dégâts pourraient être la conséquence de la destruction brutale du tombeau et de tout son contenu. Malgré les efforts des anciens Égyptiens pour protéger leur tombeau, les voleurs trouvaient toujours un moyen d'y pénétrer. Comment Toutankhamon a-t-il donc échappé à un tel traitement? Avec des défenses similaires, comment ces portes scellées et son entrée secrète ont-elles réussi à empêcher les pilleurs d'entrer? De nouvelles découvertes laissent entrevoir qu'une puissante force naturelle aurait pu constituer l'ultime protection. Kent souhaite vivement comprendre comment une crue éclair a pu influencer la région. Nous avons étudié les anciens régimes d'inondation afin de comprendre le cours de l'eau, son impact potentiel sur le site funéraire de Toutankhamon et comment elle a pu masquer l'entrée de son tombeau. En cartographiant la vallée, nous avons découvert que le tombeau de Toutankhamon, KV 62, est situé en plein cœur de celle-ci.
Cette position centrale impliquait qu'en cas de pluie dans la vallée, l'eau déferlait rapidement, charriant avec elle une grande quantité de débris. Ces derniers auraient recouvert l'entrée du tombeau d'une épaisse couche de gravats, la rendant presque impossible à trouver. Lorsque Howard Carter est arrivé pour les fouilles, il n'a d'abord vu que des cabanes d'ouvriers et des débris charriés par l'inondation, et a pensé qu'il n'y aurait rien d'intéressant. Mais il a continué à creuser parmi les débris et les vestiges d'un village d'ouvriers. Finalement, sa persévérance a payé, et il a trouvé le tombeau qu'il cherchait depuis longtemps. Il le recherchait depuis toujours. À la mort du jeune roi, sa momie fut rapidement placée dans un tombeau qui n'était pas destiné à un pharaon. Cette précipitation, conjuguée à une crue soudaine et à une ultime trahison, transforma ce roi mineur, autrefois oublié, en une figure légendaire. Pendant 3000 ans, sa momie reposa paisiblement dans son sarcophage d'or, entouré d'innombrables trésors étincelants. Contrairement à ses rivaux, il atteignit le rêve de tout pharaon, l'immortalité. Voici maintenant la sélection du jour pour nos abonnés. Des scientifiques ont découvert en Égypte la dépouille d'une reine vieille de 800 000 ans, et vous serez surpris. Au cœur du désert égyptien, une équipe d'archéologues a mis au jour un tombeau caché sous une pyramide recouverte de sable. À l'intérieur, ils ont trouvé un sarcophage magnifiquement conservé, orné de fines sculptures dorées. En l'ouvrant avec précaution, ils découvrirent la dépouille de la reine Séraphina, souveraine d'il y a 800 ans. Sa beauté était intemporelle, son visage serein, même après sa mort. Autour d'elle se trouvaient des artefacts chargés de secrets. Un sceptre orné de pierres précieuses, un masque décoré et des rouleaux de papyrus décrivant une civilisation oubliée. Parmi ces rouleaux figurait une carte indiquant une cité mystérieuse, perdue pour l'histoire. Le lieu de repos éternel de la reine recelait bien plus que des reliques. Il contenait des indices menant à un trésor de connaissances sur son règne. À mesure que les archéologues reconstituaient les fragments de sa vie, ils comprirent que Séraphina était une dirigeante visionnaire en avance sur son temps, dont l'héritage avait été enfoui, attendant le moment propice pour ressurgir. Cette découverte bouleversa non seulement l'histoire de l'Égypte, mais déclencha également une quête pour percer les secrets de l'étrange cité de la reine. À votre avis, que révélera cette cité mystérieuse sur l'héritage de la reine Séraphina? Partagez votre réponse dans les commentaires. À l'intérieur du tombeau des pharaons égyptiens. Alors que le soleil se lève sur la rive ouest de Thèbes, une nouvelle semaine commence pour une équipe d'ouvriers du village de Deir el-Médina. Chaque matin, ces ouvriers disent au revoir à leur famille et entreprennent 1 heure de marche à travers les montagnes jusqu'à leur lieu de travail, dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Vallée des Rois. La Vallée des Rois est aujourd'hui célèbre pour le tombeau du pharaon Toutankhamon. Découvert en 1922, il était intact et regorgeait de trésors. Malgré l'or et les objets précieux, le tombeau de Toutankhamon est l'un des plus petits et des plus simples de la vallée. L'art de la construction des tombeaux atteignit son apogée une quarantaine d'années après l'inhumation de Toutankhamon. Lorsque Séti Ier devint pharaon en 1294 avant Jésus-Christ, il hérita d'un empire faible et en difficulté. Au cours des 60 années précédentes, l'Égypte avait décliné en raison des troubles du règne d'Akhénaton. Séti Ier devait restaurer la puissance traditionnelle de l'Égypte et faire renaître la grandeur du règne de Thoutmôsis III. Recréer ce puissant empire représentait un défi de taille pour Séti Ier. Soldat aguerri et fort d'une grande expérience en tant que chef militaire suprême d'Égypte, il s'était donné pour mission, avec la discipline et la détermination d'un vétéran, de rétablir l'ordre et de renforcer l'autorité du trône. Son plan reposait sur 2 stratégies principales, les conquêtes militaires et les grands projets de construction. L'une des réalisations les plus remarquables de Séti Ier fut la construction de la grande salle hypostyle du temple de Karnak, qui demeure un symbole durable de son règne. Véritable merveille de l'architecture antique, la salle hypostyle se présente comme une immense forêt composée de 134 colonnes colossales, dont certaines atteignent la hauteur d'un immeuble de 7 étages. Ces colonnes sont si épaisses qu'il faut 10 hommes robustes se tenant par la main pour en faire le tour complet. Les anciens Égyptiens aspiraient à créer une grande salle ouverte, mais la conception de vastes espaces intérieurs posait problème. Pour y remédier,
Ils ont multiplié les colonnes afin de soutenir l'immense plafond. Dans un recoin caché de Karnak, une colonne inachevée témoigne de la méthode employée par les bâtisseurs de Séti pour ériger ces imposants piliers de pierre. Ils commencèrent par combler le pourtour de la base de la colonne avec de la boue et des gravats. Puis ils hissèrent des dalles de pierre arrondies sur une rampe de boue et les empilèrent couche après couche. Une fois arrivés au sommet, ils retirèrent la terre et polissèrent les surfaces des colonnes et des murs. Après avoir complètement nettoyé les pierres et lissé les colonnes, ils obtinrent des piliers d'une facture irréprochable. Les colonnes de la salle de style Hippo ont conforté la réputation de Séti comme maître ingénieur. La révélation des peintures murales contribua également à renforcer son image de pharaon autoritaire. Le pharaon était déterminé à reconquérir les territoires du Nord-Est perdus durant la période d'Amarna. Pour ce faire, il lança une série de campagnes militaires en Syrie et en Palestine, où il prit le contrôle des ports et des routes commerciales phéniciennes. Les bas-reliefs de Karnak représentent Séti capturant et exécutant des prisonniers au cours de ses campagnes. Tandis que ses soldats semaient la terreur chez les voisins du nord-est de l'Égypte, les bâtisseurs de son tombeau œuvraient à sa sépulture éternelle dans la vallée des rois. Le processus était aussi organisé qu'une chaîne de montage. D'abord, une équipe de tailleurs de pierre sculptait le tombeau dans la roche à l'aide de simples ciseaux de cuivre. Ils s'éclairaient à la lampe à huile et la consommation d'huile était rigoureusement contrôlée. S'ils venaient à manquer d'huile et de mèche, c'était signe qu'ils avaient travaillé le temps nécessaire. Dans le cas contraire, c'était peut-être le signe d'un relâchement. Une fois le travail des tailleurs de pierre terminé, les plâtriers prenaient le relais, recouvrant les murs bruts de plâtre et de badigeon pour les lisser et les préparer à la décoration. Après la préparation des murs, plusieurs artistes venaient dessiner le projet du maître artisan. Ils esquissaient le plan à l'encre noire, puis le maître artisan venait y apporter des corrections à l'encre rouge. À certains endroits, on peut encore voir ces corrections, témoins des erreurs commises. Les croquis représentaient le pharaon sous les traits du dieu soleil Ra et illustraient son voyage nocturne à travers le monde souterrain. À l'intérieur de la chambre funéraire au fond du tombeau, ce voyage était figuré s'achevant avec le pharaon s'élevant vers le ciel à l'aube pour entamer sa traversée céleste. Une fois les scènes esquissées, les sculpteurs prirent le relais. Ils ciselèrent minutieusement chaque dessin pour créer un relief en 3 dimensions. Différents artisans se spécialisaient dans différentes tâches. Par exemple, certains se concentraient sur la sculpture des mains, tandis que d'autres travaillaient sur les visages. Ainsi, divers artisans travaillaient sur différentes parties du mur du tombeau à différents moments. Une fois la sphère entièrement façonnée et sculptée, elle fut peinte. À mesure que les ouvriers s'enfonçaient dans la montagne, il devint évident que le tombeau de Séti serait unique en son genre. Il commençait par un long couloir descendant 2 escaliers, puis atteignait un profond puits vertical. Ce puits était conçu pour piéger à la fois les crues et les éventuels pilleurs. Le pillage des tombeaux constituait une menace sérieuse, comme en témoignent les documents trouvés à Deir el-Médina, le village où se situe le tombeau. Les bâtisseurs vivaient dans une telle atmosphère que des voleurs étaient parfois appréhendés et traduits en justice. Si des brigands parvenaient à franchir le puits, ils se heurtaient à une ruse ingénieuse, une fausse chambre funéraire. Cette chambre était suffisamment vaste pour abriter le tombeau d'un pharaon, mais restait vide et inachevée, donnant l'illusion qu'aucune sépulture importante n'y reposait. Cependant, dissimulé sous le sol à gauche de la fausse chambre, se trouvait un escalier secret. Cet escalier menait à un long couloir qui débouchait sur la véritable chambre funéraire où reposait Séti Ier. Le tombeau de Séti était le plus extraordinaire jamais découvert sans égal. Bien que la vallée des rois recèle de nombreux tombeaux magnifiques, celui de Séti est le plus richement décoré. Séti Ier, qui avait restauré la gloire passée de l'Égypte grâce à ses exploits en matière de construction et de guerre, mourut subitement en 1279 avant Jésus-Christ. L'examen de sa momie suggère qu'il avait probablement moins de 40 ans. Après sa mort, son fils Ramsès II lui succéda. Ramsès II engendra plus de 100 enfants, survécut à l'une des batailles les plus légendaires d'Égypte et fit ériger d'immenses monuments à sa gloire à travers tout l'Empire. Son règne de 67 ans marqua l'apogée de l'Égypte antique, mais prépara également le terrain pour son déclin.
Que pensez-vous de cette découverte surprenante faite par des scientifiques en Égypte? Partagez vos impressions dans les commentaires.